L'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, j'en dis deux mots pour lancer Stéphanie. Un des instruments de promotion de la francophonie pour la France et pour le Québec, qui a été créé en 1968 à la suite de ce fameux discours de Gaulle en 1967, vive le Québec libre, donc aussitôt dit, aussitôt fait. Pas le Québec libre, mais l'OFQJ. Sur le modèle de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors quand je dis modèle, je veux dire par là que l'idée c'est le rapprochement des jeunesses comme levier d'échange et de développement socio-culturel et économique des sociétés. Alors aujourd'hui, le Québec, c'est il y a une énorme attirance des Français pour le Québec. C'est pas forcément réciproque. Par exemple, à titre d'exemple, je vais utiliser l'exemple emblématique du fameux permis vacances-travail, qui n'arrive jamais à épuisement pour les Québécois qui viennent en France, parce qu'il y a un PVT pour les Français qui viennent en France, les Québécois qui viennent en France. Le nombre de Français en 2015 qui ont demandé un permis vacances-travail pour le Canada, parce que c'est pas pour le Québec, c'est la demande, elle est pour le Canada, c'est 70 000 demandes, alors qu'il y a 7 400 places. Et sur les 14 000 départs de Français vers le Canada, en réalité c'est vers le Québec. 90% des départs vers le Canada, c'est vers le Québec. Chaque année, toute mobilité confondue, eh bien, à l'OFQJ, section française, on en capte 2500. En tout cas, devant cette formidable demande, mais aussi devant la difficulté administrative que peut constituer la demande d'un permis de travail, je voulais signaler le caractère indispensable des partenaires avec lesquels on travaille, en particulier pour l'envoi de publics ciblés ou même plus particulièrement du public défavorisé. Je veux citer en exemple, parmi ces partenaires, les compagnons bâtisseurs, rentrés tout récemment avec nous dans le programme IVAL for All. Mais on travaille aussi sur d'autres programmes, d'autres projets, avec des missions locales. Par exemple, la mission locale d'Aigle-Mortagne-au-Perche. Du coup, moi, je vais vous parler de mon expérience. En tant que coordinatrice et référente mobilité internationale, mais plus particulièrement sur le Québec. Donc pour ma part, effectivement, je ne vais pas parler de programme de solidarité internationale, d'engagement. Et puis effectivement, puisque la mission locale, on s'est davantage tourné vers les stages de perfectionnement. Alors vous allez me dire pourquoi vous avez choisi le Québec. Je raconte la petite histoire, c'est qu'en fait le Perche a un très très fort lien historique avec le Québec, puisque beaucoup de familles percheronnes sont parties il y a très longtemps au Québec, et que la majorité des noms québécois, des noms de famille québécois en fait sont des noms percherons. Et du coup pour nous c'était vraiment, c'était naturel qu'on se tourne vers le Québec. Et puis on va pas se leurrer, effectivement, le fait que le français soit la langue principale au Québec, c'est un levier pour nos jeunes. En tout cas, pour nos jeunes en mission locale, c'est un des prétextes, entre guillemets, qu'ils mettent en avant lorsque ils se présentent. On est vraiment sur une entrée où on commence déjà par la priorité du jeune. Donc c'est pas le professionnel qui fait le diagnostic du jeune, c'est le jeune et le professionnel qui ont un échange en fait qui vise à faire le point sur la situation présente du jeune. Pas besoin de remonter à 15 ans en arrière, c'est pas le plus important, c'est vraiment la situation présente du jeune. Du côté des jeunes, pour le coup, là aussi, c'est une histoire qui part d'une personne qui était la directrice de l'époque de la mission locale. On a changé entre-temps. Et qui, elle, a effectivement été une personne qui avait vécu la mobilité internationale. Elle avait été travailler en Afrique. Donc elle était vraiment dans cette mobilité internationale, et elle avait entendu des jeunes à la mission locale évoquer le fait de vouloir partir à l'international. Du coup, elle s'était dit qu'il y avait vraiment un besoin, une attente des jeunes de ce côté-là, en tout cas de pouvoir être informés et accompagnés.
par rapport à cette demande. Du coup, c'est pour ça que moi je suis venue à la mission locale, et du coup pour construire ce programme sur notre territoire, il n'y a pas d'acteurs qui faisaient à ce moment-là de la mobilité internationale. On était vraiment on inaugurait, je dirais, les choses. Du coup, on pourrait se dire, c'est vrai que pour le coup, ça a fait que des centaines de jeunes se sont présentés à la mission locale pour partir au Québec, avec l'histoire qu'on connaît, voilà. Bon, ça n'a pas forcément été le cas, puisque on se le dit la dernière fois, en tout cas hier vous le soulignez, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de la réticence des professionnels. Moi j'ai eu à dépasser ça. C'était effectivement dans mon équipe de faire en sorte que la mobilité internationale ce soit possible, et possible pour les jeunes qu'on suivait. Parce que tu te rends compte, Stéphanie, ils vont partir quand même à 6000 km, comment on va faire pour les suivre et tout. Ok, on va y réfléchir. Donc, ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas mis vraiment mon groupe de travail, j'ai mis en place, en fait, je me suis aperçue que j'appelle ça le système des grands-mères. C'est-à-dire que, vous allez voir, c'est un très bon système. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait beaucoup de communication dans les journaux. Parce que je me suis aperçue effectivement que les jeunes venaient à la mission locale, non pas parce qu'ils avaient été informés à l'école de l'existence de la mission locale, mais bien par le bouche à oreille. Et sur nos territoires, les petits journaux locaux, ça fonctionne à fond. Et du coup, les jeunes se présentaient parce que ma grand-mère a vu dans le journal, je vous jure, hein, ma grand-mère a vu dans le journal, puis comme on parlait de mon projet, la dernière fois, elle m'a dit va à la mission locale, tu vas voir, ils vont pouvoir t'aider. Il y a eu 3 premiers jeunes qui sont partis, qui étaient un peu, pas nos cobayes, mais en tout cas, qui se lançaient et qui sont revenus. Alors ça, c'était déjà waouh, ils sont revenus et ils sont revenus waouh, ils sont pas revenus de la même manière du tout. Du coup, ils sont venus changer, et ils ont été effectivement les ambassadeurs. En tout cas, au niveau de l'équipe de la mission locale, c'est ce qui a déclenché. Je voudrais aussi vous dire que moi j'ai rencontré pas mal de parents. C'est vrai qu'à la mission locale on dit qu'on accompagne les jeunes en premier, et c'est pour ça qu'on voit très très peu entre guillemets, de parents à la mission locale. Moi pour EPIC j'en ai vu. Donc les jeunes en fait venaient me rencontrer, je leur présentais le programme, et revenaient en me disant Stéphanie, je suis vraiment désolée, mais est-ce que ça ne t'embête pas de rencontrer ma maman ? Parce que elle se pose beaucoup de questions, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 2012, on a réussi à accompagner une 50aine de jeunes, que ce soit en PVT, en stage de perfectionnement, mais aussi en jeunes professionnels. Notre but, c'était vraiment de permettre à tous nos jeunes de découvrir la mobilité internationale, que ce soit pour des temps courts ou pour des temps plus longs. Et des jeunes et puis ça c'est vraiment dans l'échange avec les jeunes qu'on mettait en place, c'est-à-dire que la durée du stage c'était à eux aussi de le déterminer, sur quoi ils se sentaient capables de réaliser l'expérience. Et puis c'était pas grave si effectivement arrivé là-bas on se rend compte que c'était génial et qu'on avait envie effectivement de prolonger, parce que pour le coup on peut prolonger ou on peut faire notre permis. Donc c'est ce qui a permis effectivement à pas mal de jeunes de partir. Alors on peut se demander effectivement comment avec des jeunes qui n'ont pas de qualification on peut faire. Ces jeunes en fait ils ont plein de richesses, comme on se le disait avec Cause ton talent, avec les jeunes artistes. Quand vous faites du récit de vie, vous explicitez avec le jeune effectivement déjà ses expériences, qu'est-ce qu'il a comme talent, qu'est-ce qu'il fait de ses week-ends, qu'est-ce qu'il a comme passion et tout. Ils ont des richesses, et en plus les employeurs québécois, pour en avoir rencontré, c'est pas alors donne-moi le diplôme de ton jeune, c'est plutôt raconte-moi c'est qui ton jeune. Donc pour le coup on est vraiment sur un autre type de relationnel qui effectivement permet, en tout cas facilite la mobilité des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Du coup l'accompagnement avec les jeunes, je fais ça sur ce que j'appelle le 5 là. Je fais un accompagnement donc sur le volet administratif. Moi j'estime que c'est notre travail de faire en sorte d'ingurgiter tout l'administratif et de pouvoir faire en sorte que ça soit accessible aux jeunes. Donc tout l'aspect administratif, que ce soit sur le permis de travail, sur la sécurité sociale, sur les assurances, tout ça. Donc tout ça on a travaillé ça avec Frédéric de l'OFQJ. Tout ce qui est aussi Pôle emploi, bien comprendre, parce que c'est vraiment pas simple, parce qu'il faut savoir que les jeunes en fait ils peuvent, quand ils ont des allocations chômage, peuvent les poursuivre en fait au Québec.
Mais tout ça, c'est des particularités. Les pôles emploi ne sont pas forcément au courant, quel papier, quel machin, qui fait quoi. Donc tout ça, il a fallu effectivement prendre toute l'information, la digérer et faire en sorte effectivement que ça soit accessible aux jeunes. Je vais ralentir, je vais accélérer. Donc administratif, professionnel, tout ce qui est de l'ordre du CV, de la lettre de présentation et du ciblage et du démarchage entreprise. Donc ce sont pas des... Et là, je tiens vraiment à souligner que ce ne sont pas des offres de stage sur lesquelles les jeunes postulent, mais ce sont bien des offres de stage que l'on construit avec les jeunes et l'employeur. Donc administratif, professionnel, financier, on monte tout le budget du jeune, donc avec le jeune. Et ensuite, je fais des ateliers en fait en groupe sur le culturel, donc un peu de préparation culturelle, bien que les jeunes après me disent « Stéphanie, on va ralentir parce qu'on aimerait bien découvrir sur place. » Donc on en fait un tout petit peu, mais vraiment c'est vraiment light, de quoi juste donner 2-3 petites choses, mais le reste, ils vont découvrir. Et puis le dernier, c'est sur le logistique. En fait, au travers des 5 points que je travaille avec les jeunes, et ça c'est une technique québécoise qu'on a aussi ramenée. On parlait du faire ensemble. Moi, dans le faire ensemble, en fait, je vois plusieurs choses. C'est que ça s'appelle le faire faire. Excusez-moi. Faire pour, faire avec, faire faire, laisser faire. C'est un peu la graduation de l'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui vont avoir besoin que vous soyez extrêmement présents, voire que vous fassiez pour eux. Pas de problème. Mais à condition effectivement qu'il soit là pour voir, pour effectivement commencer à capter des choses que lui pourrait faire. Puis au fur et à mesure, on va aller sur l'autonomie de plus en plus, enfin plus du jeune, parce que c'est le projet du jeune, c'est pas Stéphanie qui va partir au Québec en stage. Et juste quelque chose aussi que j'aurais rajouté, et c'est ma dernière, parce que je trouve que vraiment c'est important, c'est que j'ai vraiment identifié le fait que le temps du projet, parce qu'on monte des projets avec des financements, avec des objectifs, qui sont effectivement les objectifs du financeur et qui se rapprochent beaucoup de l'employabilité, les sorties positives et tout le travail. Mais tout ça, ce sont entre guillemets... c'est lié au projet, mais c'est absolument pas lié à l'accompagnement. Et pour moi, ça se déconnecte. Et le temps du projet n'est pas non plus celui de l'accompagnement. Les objectifs du projet ne sont pas forcément ceux de l'accompagnement non plus. Voilà. Alors, je voulais poursuivre après l'intervention de Stéphanie. Par le biais d'un angle ou d'une approche plus personnelle, je l'ai dit tout à l'heure, et non pas institutionnelle, et j'ai une difficulté déontologique que je voulais partager avec vous, qui fait écho aux échanges qu'on a eus hier, lorsqu'on a parlé justement des parcours professionnels ou parcours citoyens, de les articuler, de les distinguer, de ne pas les distinguer, etc. Donc même si l'OFQJ se réclame dans ses origines de l'éducation populaire, il n'empêche qu'aujourd'hui il décline bien l'employabilité comme un dénominateur commun à tous ces projets, tous ces programmes, plus exactement. Alors pour les stages, je pense que pour stages professionnels, de perfectionnement professionnel, c'est plus facile, ça peut aller de soi. Lorsque le principe est appliqué dans le cadre du volontariat, en particulier les missions de service civique, puisque je m'occupe de coordonner un certain nombre de missions de service civique, là je trouve que ça fait mauvais ménage. Alors moi ça m'a évidemment amené à interroger les choses, à m'interroger moi-même, interroger mon organisation, interroger aussi les volontaires que j'accompagne, que je suis dans leurs évolutions, ce qui m'a amené effectivement donc à réintroduire cette notion cette distinction entre otium et négotium. L'otium, on l'associe au désintéressement, à la vie de l'esprit, à la recherche du sens, à la culture, les arts. Jean-Baptiste de Foucault parlait de spiritualité. Voilà, ça serait à rattacher à l'otium ou l'otium. Et par opposition au négotium, qui est la négation de l'otium, et ce qui a donné en français moderne le négoce en fait. Le négoce. Donc le commerce. On va rattacher donc au négocium
la contrainte matérielle, la nécessité de vie, de survie, l'impératif de subsistance, les rapports de subordination, la répétition, la matérialité en fait, c'est ce qui fait la condition humaine. Aujourd'hui, on assiste à ce que certains penseurs, critiques vont appeler un renversement des valeurs. Le négocium a raison de l'otium. Le négocium a pris le pas sur l'otium, dans une certaine mesure. Moi qui ai affaire à des expériences de volontariat, dans lesquelles les notions de citoyenneté, par exemple, sont mises en avant, on va retrouver de l'engagement, de l'implication de soi pour la communauté, au service d'une cause collective. Ces expériences vont effectivement éveiller ou exprimer une attente ou une recherche de sens, une attente ou une recherche d'humanité, on va dire. On va se retrouver effectivement dans ce domaine de l'otium. Alors effectivement, en discutant avec mes volontaires, il s'agit bien d'apprentissage global, d'accomplissement, de transformation de soi, ce qui peut amener aussi à la transformation de la société, le pouvoir sur soi, le pouvoir sur son environnement, l'encapacitation, le empowerment, pour parler français. On retrouve aussi des notions de développement personnel ou d'être entrepreneur de sa vie. Et là, finalement, c'est quoi le développement personnel ou cette idée-là d'être entrepreneur de sa vie? Ce sont des notions du management. Des notions qu'on retrouve aussi dans l'entreprise, que l'entreprise reprend à son compte, comme s'il y avait un empiètement sur ce qui, normalement, devrait relever de l'otium. Alors, quand je parle de rééquilibrage, il faut aussi faire la part des choses. Quoi de tel que le travail, finalement, pour se transformer et pour agir sur la société. Et finalement, ces deux mondes communiquent l'un avec l'autre. L'enjeu, c'est de savoir comment ou dans quelle mesure. N'empêche que, voilà, en revenant sur cette notion d'employabilité, j'ai discuté avec des volontaires, en particulier l'une d'elles. Elle était très, très sensible à ces idées-là et elle me disait, mais attends, tu sais, être employable, moi, ça ne me fait pas vivre. Employable, moi, ça me fait penser à utilisable. Et utilisable, ça me fait penser à jetable. Je vais faire un retour en arrière sur une citation d'un économiste, et ça sera ma conclusion alors, de Keynes en fait, qui disait que les sociétés qui s'en sortiront à l'avenir sont celles qui sauront rester riches de leur famille et de leurs amis.